C'est pas une bonne anecdote, ça? Ouais, c'est une très bonne anecdote. Vas-tu Ça va pas faire la cote? vas-tu faire un spin-off d'Au fond des filets avec Jacob sur la musique? Mais ça? Avec un vinyle. T'en en serais-tu filet. rendu compte, Jacob, en écoutant le reportage que j'ai fait, j'avais fait la playlist de Arcade Fire, la journée du lancement du disque à part de ça? Combien de personnes s'en sont rendu compte? Une. Bon, voilà. Mais cette personne est très, très contente. On est... toi aussi. Ben non, mais j'ai fait une différence dans sa vie. C'est vrai. C'est une graphie anglaise, mais j'ai fait... ouais. Non, mais c'est cool. C'était le seul. Voyons, arrête. Non, On est dans l'air, là. Tous ceux qui... Hey, tu parles au gars qui a plugué Home Alone en finale de Coupe du Monde. Là. Tous ceux qui collectionnent Pense les à cartes... Kevin. bon, en tout cas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On est-tu parti? Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Le podcast Au fond des filets est commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et probablement la meilleure bière au monde. Probablement, grâce à mon Adverbalizer 2002. Je ferais ça, moi, à mes collègues à l'école. J'ai votre travail que vous devez remettre de 1000 mots. Tu faisais les travaux des gens? Le travail de 1000 mots est à 800 mots. Il vous manque à peu près 200 mots pour arriver au quota. Utilisez mon Adverbalizer 2000. Rajoutez des adverbes un peu partout. Mais faisais-tu les travaux des autres? Non, mais j'ai aidé. Ouais. Puis j'ai été aidé. J'ai mes maths fortes, je le dis souvent. J'étais bon à l'école. Tes maths fortes, ça a été un travail d'équipe. En dernière année, c'est vrai, c'était un travail d'équipe. Mais l'intelligence sociale qui m'a permis d'acquérir le diplôme de maths fortes. Et Lauriane Boileau aussi. Moi, On salue. C'était super cool. Ben, j'allais justement, moi, saluer mon chum Olivier, qui adorait faire les travaux de philosophie des autres, pendant que les siens attendaient d'être faits. Puis moi, j'étais un peu de même aussi. Des fois, je faisais, ouais, OK. As-tu fait les tiens? Non, j'ai coulé. Ouais. Bon, hey... tu sais maths fortes, Oli? Je sais pas. T'as-tu tes maths fortes, toi? Ça, c'est secondaire 5, c'était 5,36 ou 5,16 ou 5,36. Mais moi, c'était particulier, par contre. J'ai fait en 4e et 5e secondaire, j'ai fait au total 2 mois de maths, parce que je faisais mes maths l'été avant le cours en tant que tel. Fait c'était que, un repris de justice? Non, c'était le contraire. C'était pour prendre de l'avance puis pouvoir partir en Europe okay. pour m'entraîner. Je faisais ça avec tous les skieurs, que je salue d'ailleurs. Il y avait les skieurs et Olivier qui faisaient leurs maths de l'année suivante avec ceux qui venaient de couler. Éric les Gay, maths Lindsey Vonn. Oui, exactement. José Chouinard. Oui, Lindsey Vonn, la trigonométrie, par exemple, c'est ça. On a tous bûché. Le Yankee Stadium, on joue-tu là plus souvent? J'ai un truc... Je suis très positif ce matin. Oh, après t'avoir parlé de Arcade Fire, notamment. On est-tu mardi? Peut-être. Peut-être. Écoute, le match a été beau à voir. Ouais, mais ça, tout le monde même si les gens ils ont dit qu'il était haché puis par moment, d'habitude, pour avoir fait beaucoup de matchs là-bas, Stadium, c'est plate un match là-bas. Puis particulièrement dans une équipe qui y vote aussi. Puis même si ça n'a pas été le match du siècle, c'est pas une demi-finale Inter-Barça en Ligue des Champions, ça a été un match agréable à regarder. Puis je trouve, puis les deux équipes jouaient quand même au ballon dans les circonstances sur un petit terrain de schnout. Je trouve que c'est la preuve en partie que la Ligue a fait du chemin au niveau sportif, au niveau technique. Ce sont des bien meilleures équipes qu'on avait à l'époque. Puis les matchs au Yankee Stadium en sont en partie la preuve. Je ne veux pas dire que la Ligue non plus est devenue la Ligue la plus agréable à voir. On ne parle pas de la Premier League, là. Non. Mais le niveau... Le niveau en général. Non, mais d'ailleurs, ça fait... je pense pas que... Je t'ai-tu parlé d'Eurosnob dernièrement? Non. Je t'aurais pas laissé m'en parler. Non, mais... Le phénomène de l'Eurosnob, juste l'utilisation du terme, c'est moi ou depuis 5 ans, on l'entend moins? Ouais, probablement. Parce que ma théorie, moi, c'est que maintenant, là, même si ton club, c'est le Real, c'est Arsenal, c'est le Paris Saint-Germain, si t'es honnête, ne serait-ce qu'un brin intellectuellement,
Tu peux pas regarder le niveau moyen de la MLS puis dire que c'est pourri. Tu peux pas. Mais non. Mais avant, il y a des matchs que tu pouvais regarder puis dire ça suit pas. Là. Il y avait des erreurs techniques, il va y en avoir dans tous les championnats, puis il y en a encore en MLS, mais le niveau moyen de la Ligue te permet plus de faire ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'on entend moins le terme Eurosnob depuis quelques années. Puis ça, c'est tout un... c'est le plus beau témoignage qu'on peut pas faire à l'évolution de la MLS. Je te dirais aussi qu'il y a d'autres réalités aussi. Il y a des jeunes, il y a des partisans qui ont 22, 23 ans maintenant, qui avaient peut-être 9 ans quand ils ont commencé à regarder le CF Montréal ou l'Impact. C'est vrai. C'est pas justement quelque chose d'incongru ou de nouveau ou quelque chose qu'ils ont écouté toute leur vie, le championnat espagnol, puis après ça, ils tombent sur le championnat nord-américain. Non, ça fait partie de nos vies. C'est inscrit aussi dans notre ADN de soccer. Puis on s'excuse moins aussi d'écouter et la MLS, d'écouter la Premier League, exact. de comprendre puis de faire partie de ce monde-là aussi. On est d'accord. Tu veux commencer par quoi? À rebours, choisis-tu... Attends une minute, à rebours, parce qu'on va... On va juste arrêter. Non, mais on revient constamment sur les autres, mais ce bout-là, d'habitude, on le fait à la fin du podcast. Choisis-tu... Parce que là, cette semaine, faut-tu choisir entre Columbus et Toronto? Oui. Puis tu choisis-tu? Oui. Ben, tu choisis Toronto. Ben oui. Donc, Vrioni part pas mercredi. Ben, moi, je reviens. Tu le fais jouer la première mi-temps, au pire? 45 minutes mercredi, puis 60. Parce que lui, c'est vraiment particulier. C'est un super bon sujet parce que il a besoin de rythme quand même. Moi, ce qui m'impressionne le plus avec Vrioni, c'est qu'il est revenu après une éternité absent, puis tu le sens sharp tout de suite. Ça me surprend parce que je me serais attendu à ce qu'il prenne un petit peu plus de temps à retrouver ses repères. Il n'est pas parfait, là, mais tu le sens quand même dangereux depuis qu'il est revenu. Là, ce que tu veux, c'est qu'il soit décisif à chaque match. T'sais, si tu le fais pas jouer contre Columbus ou tu le fais rentrer en fin de match pour 15, 20, 30 minutes, est-ce que tu lui donnes le rythme dont il a besoin? Est-ce que tu lui donnes la charge de travail dont il a besoin? Tu dis pas tout et son contraire, dans le sens que tu dis, il y a du rythme. Oui, mais s'il y avait une séance... Donner du rythme. Non, ce que je te dis, c'est que s'il y avait une séance... Non, c'est parce qu'une journée de match, ça t'enlève un entraînement. Assurément. Puis là, si tu fais juste 20 minutes à la fin, moi, je préfère le voir avoir 45 minutes. Dès le départ, puis sortir. Ben, dès le départ ou à la mi-temps ou peu importe. Il faut que tu gères. Pour répondre à ta question, c'est oui, il faut que tu réfléchisses, puis je mets plus mes œufs dans le panier Toronto que dans le panier Columbus. Mais ça veut pas dire que Vrioni, tu dis on l'entoure dans de la ouate, on le laisse dans les estrades. En même temps, c'est ce qu'on entend aussi. Puis on peut pas aller au fond de cette discussion-là parce qu'on n'a pas le dossier médical, donc on ne sait pas à quel point il peut justement soutenir. Tu as tout à fait raison. On a un sentiment, mais moi, le sentiment qui sort des commentaires puis des gens qui en parlent autour du club, c'est que justement, ils veulent le laisser dans le papier bulle un peu, là, Vrioni. Ouais. Il faut faire attention, mais... il faut être prudent. Fait que, en ce sens-là, il y a une possibilité que si tu le vois pas contre Columbus... Mais tu le vois pas du tout? Moi, c'est non, mais ça, c'est peut-être. Mais en même temps, c'est parce que ça revient à ce que j'ai dit. Bon, on sait-tu s'il peut jouer une mi-temps? Ben là, je veux dire, il vient... Qui s'entraîne mercredi matin. Entre une mi-temps puis un entraînement d'1h30. Je veux dire, si t'avais eu... Mais non, mais c'est pas de ça dont on parle. Oui, peut-être. Puis là, c'est une décision, puis c'est une question de philosophie de santé physique. Ouais. En quelque sorte. Non, mais moi, je pense que tu peux y faire jouer. On parle de rien. On parle surtout du fait que tu vises samedi Toronto. On est d'accord. Ben... Ou est-ce que tu fais les deux? C'est parce que ça dépend c'est quoi ton... Ça dépend c'est quoi ton objectif. À l'interne, là, si tu dis nous, on gère pas en fonction, c'est vraiment bizarre ce que je veux dire là, d'aller chercher des victoires au plus vite. On gère en fonction de trouver notre recette stable, match après match, au plus vite. Dans ce cas-là, tu y vas avec Columbus. Parce qu'il y avait un petit piège aussi là-dedans. J'arrive à mon piège. C'est parce que là, tu choisis, mettons. Parce que le réflexe, on a le même réflexe, je choisis Toronto parce que t'es supposé de les éreinter. C'est pas juste pour la victoire, c'est que c'est Toronto. C'est ça, puis c'est le week-end des rivalités. Mais en même temps, puis je sais pas si ça a été dit, moi je l'avais annoncé la semaine dernière aussi, ça n'a pas été vraiment repris, mais 20 ou 21. Puis je sais pas. Championnat canadien. Match aller, hein, parce que le retour, c'est en juillet. Ouais. Mais en même temps, ça serait bien de l'aller, justement, de couper de tuer dans l'œuf les espoirs de l'adversaire, non?
Là, ton point, c'est dans le fond, tu choisis, Ben, tu choisis Toronto, Columbus, Toronto ou Forge. T'enchaînes avec Forge aussi. Ouais. Puis c'est-tu le 21 ou 20? Ça n'a pas été annoncé, je pense. Je pense pas. Mais on a le temps, là. C'est la semaine prochaine. Oui. Allez, là. Écoute, je sais pas quoi dire. Mais le vrai problème dans tout ça, c'est que ça se résume à Vrioni. Parce que le reste, là, tu peux en faire tourner des gars. Mais c'est que tu as l'impression que si Vrioni n'est pas sur le terrain, tu marqueras pas. Tu te créeras pas assez de chances de marquer. Est-ce que tu as 22 tirs face à New York si Vrioni n'est pas là? Bon, là, on est rendu là aussi. On revient, dans le fond, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a de plus en plus de certitude. Il assoit de plus en plus son équipe, Marco Donadel, depuis quelques temps. Puis ça devient de plus en plus clair dans l'espèce de brouillard qu'on avait, comment ça va se replacer, quels joueurs, j'en ai parlé, Herbers, Marshall Rutty, puis Tom Pierce aussi, qui n'ont pas leur place dans cet effectif-là. Lui qui se plaint aussi qu'il n'y a pas qui travaille avec ce qu'il y a, mais c'est pas une équipe qui est bâtie pour son style de jeu, Marco Donadel. Maintenant, après cette victoire-là, on a l'impression que le ciel s'est dégagé, puis que c'est un peu plus clair, tranquillement, ce que... Herbert a sa place. Dans la suite, oui, exactement. Non, mais dans la suite des choses, c'est un peu plus clair de qui on a besoin, qu'est-ce qui va faire gagner, qui font gagner cette équipe-là. Vrioni, Piet, Piet encore à ce jour, non? Ouais, mais en même temps, il est sorti à la mi-temps. Oh, oui. Oui. Je suis pas certain de comprendre c'était quoi l'objectif. Mon point, là... de faire reculer Saliba. Je suis pas contre la décision, c'est juste que je sais pas... Moi, je pense que c'est il gérait aussi, puis il y avait un carton jaune déjà. Fait que c'est ça, c'était juste pour s'assurer de faire souffler Sam un peu, sachant que ça s'en venait... Ce serait logique, là, parce que la dernière fois, c'est ce qu'il avait fait. 50-50. Avec... mais en même temps, Saliba, lui, tu gères moins. Ouais. Parce que tu sais qu'il est capable... Il est plus jeune en termes de... Puis je pense qu'il... Ouais. Avec le data médical, comme tu dis. OK, ben si c'est ça, moi, Et mon point, c'est parce que j'arrivais là aussi, à ce moment-ci, quand je te parle de ciel dégagé, tu dis Vrioni, c'est le gars le plus important, c'est le seul. On va faire un power ranking. C'est qui le top 3 des joueurs qu'il ne faut pas que tu perdes chez le CF Montréal? 1, Vrioni, 2, Piet, puis 3 qui? Je t'aurais dit Sirois si c'était pas du match de Breza il y a 2 semaines. Parce que j'aurais eu trop de points d'interrogation sur Sébastien Breza, mais il a été super bon. Ouais. Campbell, tu t'es débrouillé, mais moi je pense que tu t'es débrouillé sans lui parce que tu jouais sur un petit terrain. Si tu joues contre NYCFC au stade Saputo, est-ce que tu veux Campbell dans l'équipe? Je pense que ça te fait vraiment mal s'il n'est pas disponible. Dans ce qu'on vient de dire, 2 choses, OK? Premièrement, tu parles de Jonathan Sirois qui a été sa sortie face à Martinez top. Puis on en parle beaucoup, puis on a de la difficulté, parce que Sirois n'a peut-être pas été extraordinaire nécessairement. À quel point c'est de sa faute? Parce qu'il y a une stat qui est sortie dernièrement, c'est Marco Donadel qui l'a dit, puis on l'a vérifié, puis allez sur le compte Twitter de Vincent Détouche. Il l'a retweeté, il a vérifié en fait la véracité de cet énoncé-là. Ce que Donadel a dit, c'est que depuis 6 matchs, on est techniquement, pour les buts projetés encaissés, la meilleure équipe de MLS. On est allé voir, puis c'est vrai. Par contre, il y a un petit astérisque qu'on devrait mettre. Astérix? Obélix. Ouais. Probablement un gros Obélix qu'on devrait mettre dans le coin. C'est, malgré tout, dans le top 15, mettons, de ses meilleures défenses pour les buts projetés encaissés. Donc, les buts que tu aurais dû encaisser. Ouais. Montréal est à 6 points quelques. J'oublie la stat exacte, précise, mais a encaissé 7 buts. Donc, il sous-performe. Dans une statistique où, dans le reste du top 15, tout le monde surperforme. Okay. Alors, je donne un exemple. New York City, avant le match de samedi, avait encaissé 13 buts, mais aurait dû, d'après les stats avancées, encaisser 15 buts. Donc, ils avaient sauvé 2 buts. Ouais. Montréal, ils n'ont pas sauvé 2 buts, ils n'ont pris un de plus. Ça, c'est sur les 6 derniers, sur 6 matchs? Oui, les 6 derniers, donc les 6 matchs de Donadel. Ma question est celui-ci. Est-ce qu'il manque de difference maker aussi? Défensivement? Oui. C'est drôle. Ben, c'est drôle. Puis en même temps, c'est pas grave. Ça parle d'une structure. Cet expected goal-là, ça parle de 2 choses. Ça parle d'une structure qui est bien en place. On défend bien en groupe, je pense. Ouais. En fait, je fais dire beaucoup de choses aux chiffres, mais c'est ça que ça m'évoque. Puis l'autre affaire, c'est que il n'y a pas personne
qui aura été extraordinaire pour sauver un but, pour surperformer. Ouais, ou à l'inverse, tu as fait des gaffes. Là. La gaffe d'Alvarez, c'est ça aussi, c'est que tu donnes des cadeaux. Ouais. Jonathan Sirois a été phénoménal sur sa sortie. Mais on s'entend, dans la catégorie, tu n'es pas supposé te retrouver d'un corner offensif à une échappée en 2 secondes d'écart. Ouais. Comment ça arrive, ça? Puis ça, je pense que c'est tu peux le considérer sous-performer ou donner des cadeaux à l'adversaire parce que juste pour que les gens comprennent, un but projeté, une échappée, c'est pas un but projeté. Là. C'est une portion de but qui va valoir plus qu'un tir de 40 mètres, on s'entend. Mais ça veut dire que tu peux marquer sur une séquence comme celle-là, puis c'est un cadeau que tu as donné. Au final, tes stats de buts attendus, de buts projetés. La meilleure explication moi, pour expliquer ça, c'est que les buts projetés, Piatti surperformait toujours. Parce qu'il était magique, il réussissait à marquer des buts. Là, on ne s'attendait pas. Il y avait souvent, mettons, 15 buts avec un début projeté de 10 buts. Donc, il y avait... C'est le contraire de Oussou. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais c'est parce que je trouvais ça super intéressant comme question. Écoute, débat philosophique, là, on va pas s'étendre longtemps, mais Donadel a dit ça un peu, pas en bravade, mais en voulant valider son travail dans les 6 derniers matchs, en disant défensivement, on est la meilleure défense dans une certaine mesure. Il y a une façon de voir les choses où, excuse-moi, on est la meilleure défense de la Ligue. Mais en même temps, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est la seule à sous-performer dans ce créneau-là. Il faudrait vraiment remonter but par but au cours de ces matchs-là, puis voir est-ce que c'est que tu as mal défendu. Le bottom line, c'est que tu as mal défendu, là, mais est-ce que c'est que tu as donné un cadeau à l'adversaire ou est-ce que tu n'as pas été capable de faire un dépassement de fonction? Tu sais, l'exemple que je donne toujours, puis c'est pas parce que ça a été le meilleur au monde, là, mais Rudy Camacho, tu avais l'impression que des fois, là, il se mettait les palettes devant un but, puis tu disais « Wow, OK, là, c'était vraiment... » la dernière ligne de défense. Mais quoique Waterman a été ça en fin de semaine. Waterman a été top. Waterman, moi, c'est de loin son meilleur match de l'année. Puis c'est pas facile dans les circonstances. 1, t'es au Yankee Stadium. Puis 2, t'as joué défenseur latéral droit le match d'avant. Je comprends qu'on te replace dans un poste plus naturel. Mais Waterman, moi, je t'ai souvent parlé, général de temps de paix, Là, c'était un gars assumé. Peut-être un gars aussi qui sent qu'on est en train de réfléchir à la défense centrale, puis qui voit Jalen Neal qui s'en vient avec un Campbell qui est reposé puis qu'on gère parce qu'on sait qu'il est ultra important. Mais peu importe, c'est le même genre de pression qui peut être positive, ça crée de la compétition. Comme Sirois a peut-être élevé son jeu d'un cran depuis l'arrivée de Breza en se disant « Hey, lui, on ne serait pas gêné de le mettre numéro 1 si on avait besoin. » Puis je pense que ça peut aider le groupe puis ces joueurs-là spécifiquement. 2 sauvetages. Attends une minute, OK? Pour les 2 je vais revenir aux 2 derniers matchs, puis aux 2 piliers, aux 2 gars qui sont capitaines, ou capitaine et vice-capitaine. Waterman à New York a fait un super sauvetage en première mi-temps aussi, devant Alain Martinez aussi. Puis, on n'en a pas parlé la semaine d'avant, mais Piette a fait une sacrée... je ne sais pas si vous en rappelez, il y a un tir sur Sirois qui donne un retour sur sa gauche, puis Piette suit le joueur jusqu'au bout. Ça a de l'air anodin, mais 95% des joueurs perdent une fraction de seconde leur concentration, puis c'est un but, ça. Piette n'a pas lâché. Puis, bref, juste souligner 2 vétérans puis 2 leaders de cette équipe-là ont fait le travail dans les derniers matchs. Tu fais bien parce qu'on a eu cette discussion-là hors d'onde avec Vandré Lefebvre à RDS en fin de semaine. Puis Vandré me disait la plupart des joueurs gèlent. Mais ça, pendant une demi-seconde. 2 secondes, ouais, mais, une fraction de seconde. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que 2 secondes pour certains, mais pour Samuel Piette, là, c'est pas le plus explosif sur 5 ou 10 mètres. Ça veut dire qu'il faut que tu aies anticipé, faut que tu sois... Puis le timing de son intervention, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, c'est vraiment un tacle du bout des crampons. Puis le gars est là. Si tu y touches pas, à ce moment-là, c'est un but désert. Il met au fond de... Puis je te disais, je pense, la semaine dernière, si tu voulais être champ gauche un peu, là, puis être hipster, dans tes Saves of the Week en MLS, tu pourrais mettre celle-là. Ça ferait la cote. Non, puis il part de loin, il perd pas sa concentration. Écoute, t'as raison. Puis c'est pour ça que je souligne Piette et Waterman, je trouve que c'est bien de souligner, on parle de leadership, moi je parle souvent que c'est une équipe qui est jeune. Donadel en parle régulièrement. Puis s'en plaint un peu en disant que c'est difficile d'aller vite avec un groupe qui commence à apprendre, là, qui ne catchent pas toujours ce que je leur dis parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils n'ont pas une tonne d'expérience. D'ailleurs, c'est un peu ce que Donadel dit sur Ibrahim, Sunusi Ibrahim. Dis-tu quelque chose? Il dit rien. Ben, il dit... non, mais c'est fini. Non, je sais que c'est fini, mais
le mot entraînement revient souvent. Puis je ne le sais pas, mais il me semble que quand tu poses des questions sur d'autres joueurs, la notion de s'entraîner revient moins souvent. Tu sais quoi, je le prends, j'ai pensé à toi parce que des fois, on n'anticipe pas ces messages ou on lit pas entre les lignes de la même façon pour Donadel. En ce moment, des fois, on s'en reparle, puis tu te dis, hey, il a dit ça, puis je fais, je l'ai pas entendu comme ça. Moi, pour Sunusi, là, je le sens largué, puis je sens, il y a probablement une part de vérité dans l'entraînement. Parce que s'il était bon à l'entraînement, à un moment donné, il l'essaierait juste pour le kick de l'essayer. Mais en même temps, moi, ce que j'entends, c'est que c'est fini. Quand c'est Graham Roach. Ouais, c'est ça. En même temps, Graham Roach, pour l'anecdote, je ne sais pas si les gens savent, je l'ai expliqué un peu dans le broadcast en fin de semaine, dans le reportage. Graham Roach, quand on parle présentement de Donadel, il y a une petite lueur dans les yeux. Il aime beaucoup ce gars-là. Il a dit c'est un talent spécial. Puis il a boudé cette semaine à l'entraînement. Puis Donadel lui a demandé, il dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit non, il n'y a rien. Puis Donadel, visiblement, c'est dans son style de leadership, il dit non, j'ai pas rien que ça à faire, moi, de parler aux petits jeunes ou au 20e gars de mon équipe. Là. Je ne vais pas m'asseoir puis te parler de ta vie. T'es pas dans mes priorités nécessairement. Fait que quand je te pose une question, réponds là. Puis ce qu'il a répondu, il dit, coach, je pense que j'aurais dû être sa feuille de match. J'aurais dû jouer contre Philadelphie parce qu'il était dans les estrades après avoir joué 2 matchs. Les Red Bulls puis Toronto en championnat canadien. Tu prends pas pour un 7-up flat. Hein? Non. Puis tu dis quoi? Donadel a apprécié ça. Exactement, c'est ça. Il faut souligner, c'est que c'est pas négatif. Donadel a fait, ouais, OK, ça te prend du culot, ça prend du... puis c'est un gars, je m'en rends compte, hein, c'est un gars qui est solide. On parle de Bouglo, là, qui est impressionnant physiquement. Graham Roach, c'est un peu la même chose. Il est capable de mettre l'épaule à 17 ans, puis il y a du panache. Mais ça, puis j'ai vraiment hâte de voir. Parce que ces personnalités-là, je pense qu'elles sont vraiment importantes au CF Montréal. En même temps, c'est des personnalités que tu peux vite avoir à gérer. Puis comme attaquant, tu as besoin de cette mentalité-là de non, fais-moi jouer. Surtout en ce moment, parce qu'il n'est pas fou, là, Graham Roach. Lui, regarde, c'est une équipe qui ne marque pas. Entre un gars qui ne marque pas ou moi qui n'ai pas marqué, non, mais à un moment donné, c'est ton opportunité qui s'ouvre. Mais de ne pas se prendre pour un 7-up flat comme ça, à un moment donné, il faut que tu restes respectueux, il faut que tu continues de travailler. Tu ne peux pas t'attendre à ce que ça te tombe sur la tête à chaque match. Mais je trouve ça bien, surtout parce que j'ai eu le même réflexe que toi. Quand Donadel en a parlé, il admirait presque le côté provocateur de Graham Roach. Ça m'a fait penser... c'était Karim Benzema qui était rentré dans un vestiaire, dans son premier vestiaire en équipe première. Puis essentiellement, il avait dit, moi je suis là pour prendre votre place. Il y en a qui avaient été insultés, mais il y en a aussi qui se sont dit, hey, s'il est capable, if you can back it up, s'il est capable de faire sur le terrain ce qu'il nous dit là dans le vestiaire, on a peut-être quelque chose de spécial. Ça va être super intéressant de voir avec lui. 2 choses. Veux-tu faire ton read? Bon, c'est le temps, là? Ben, je sais pas. Ouais, je suis super excité. Parce que je vais solliciter Jacob après ça. Imaginez sortir sans pantalon. Oui, pas top, hein? Naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont pas mal à découvert. Mais pas de panique, Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé et sans frontières. Bloquer peu bagassant, tracker et logiciels malveillants en un seul clic. Et devinez quoi? Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi, parce qu'avec Surfshark, vous protégez tous vos appareils sans limite. Toute la famille est couverte. Besoin d'un accès rapide? 3000 serveurs dans plus de 100 pays vous attendent. Envie de contenu étranger? Changez de pays virtuellement et dites adieu aux restrictions. Et avec le pack Surfshark One, vous avez aussi un antivirus certifié, des alertes de fuite de données, un moteur de recherche privé et même une identité alternative pour surfer incognito. Essayez-le maintenant, sans risque, avec notre garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Disponible sur tous vos appareils, assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cliquez, installez, respirez. Vous allez trouver le lien en bio ou dans les commentaires et si vous allez directement sur le site de Surfshark, le code BPM Sport avec un S vous sera très utile pour avoir une promo exclusive.
Tout à l'heure, je t'ai interrompu en disant il y a deux choses dans ce que tu as dit. On a fait la première, là, le Piet et Waterman. L'autre affaire, parce que je vais revenir sur Waterman. Puis je pense, Jacob, tu avais gardé une question de YouTube aussi. Je pense que c'est le bon moment de le sortir parce que ça va nous amener sur son cas aussi. Oui, exactement. Donc, une question de Éric Labrosse. Vers la 28e minute, en fait, c'est par rapport à l'épisode de la semaine dernière, vous avez commencé à aborder le sujet des joueurs qui méritent des minutes pour préparer la reconstruction et vous avez effleuré le sujet de certains comme Waterman qui pourraient attirer l'attention d'ailleurs. Dans la MLS, je ne crois pas que nous avons des prospects européens. Est-ce que la reconstruction inclut vendre ceux qui peuvent aller chercher des sous ou les garder comme fondation pour la suite? Ben, toi, je connais ta réponse. Ils l'ont signé pour être un pilier de l'équipe. Puis Waterman, puis Waterman, Piet, on parle de deux, entre autres, de leadership. Ils ont signé Pierce pour jouer pour Courtois. Ils l'ont signé pour être un pilier. Mais on parle pas de Pierce. Ouais, non. Des piliers d'équipe, piliers structurels, culturels, je pourrais même dire aussi. Les gars, ils connaissent la maison, sont là depuis longtemps. C'est des entités connues aussi à l'intérieur, dans le club. C'est des gars qui vont être là pour longtemps. C'est des gars qui peuvent, de temps à autre, puis c'est drôle parce que je viens de dire que Piet est essentiel à cette équipe-là, mais un gars comme Waterman peut mettre un pas de côté de temps à autre. Surtout qu'en ce moment... Un pas de côté, tu veux dire en qualité, mettons? Là, ou, Un pas de côté en termes de temps de jeu. Parce que moi, il ne sera pas vendu. Il est encore là l'an prochain. Il peut-tu prendre un pas vers l'avant au milieu de terrain? Prennent leur place. Oui, exactement. Aussi. Puis c'est ça, ça sera à lui de s'adapter dans une certaine mesure. Okay. Parce que si on vient de voir Neil, puis on le trouve bon, puis on le trouvait bon déjà, puis c'est un projet, ça fait partie des projets puis des coups de circuit qui veulent frapper aussi. Campbell, on en a parlé. Neil et Campbell, là, on parle de la Coupe du Monde aussi. Si tranquillement, cette équipe-là va bien... C'est-tu eux, ta défense centrale? Oui, mais si c'est eux, puis qui connaissent une moitié de saison extraordinaire, avec à quel point, justement, ils sont rendus au moment où ils passent à l'étape supérieure aussi. L'étape supérieure étant pas à Montréal? Oui, exactement. Parce que ces gars-là restent pas... Waterman reste... Pour les vendre, il faut qu'ils jouent. Dans 3 ans, Neil et Campbell sont peut-être pas avec l'équipe, puis Waterman y est toujours. C'est ça que je veux dire. C'est ça ma réponse. OK, mais là, ça devient super intéressant. Puis c'est là où la direction sportive a une méchante job à faire. Parce qu'on s'entend que Neil et Campbell ont un plafond plus élevé que Waterman. Bien clair. Oui, bon, non, mais... Oui. Bon, mais c'est Waterman qui est un de tes piliers, il porte le brassard de capitaine. Si ce que tu veux, c'est leur donner de la valeur puis potentiellement les vendre, il faut qu'ils jouent. Il faut qu'ils jouent le plus possible. Ça veut dire que si tu as des minutes à investir, tu vas à talent égal ou à peu près égal. Je reviens toujours à la formule de Philippe Lafroy à l'Académie. Là-bas, c'était à talent égal ou à peu près égal. C'est le plus jeune qui joue parce que lui, il a encore plus de temps pour progresser. Dans ce cas-ci, c'est à talent égal ou à peu près égal. Celui qui a le plafond le plus élevé devra avoir les minutes de jeu. Est-ce que Waterman est prêt à accepter ça? On parlait de Graham Roach qui se prend pas pour un 7-up flat. C'est une des grandes qualités de Joel Waterman de toujours penser qu'il mérite plus. Puis c'est ça qui fait qu'il est passé d'un gars de CPL, premier transfert de la CPL à la MLS. Il est arrivé, moi j'étais le premier à avoir des doutes, de le voir arriver non seulement comme un pilier en MLS, mais en équipe nationale, j'y aurais jamais cru. Ça, c'est tout à son honneur. Mais après, si c'est de faire un pas de côté, comme tu as dit en temps de jeu, pour que tes assets prennent de la valeur, est-ce qu'il est prêt à remplir ce rôle-là? Je sais pas. Mais là, c'est parce que tu parles de son caractère, puis aussi... qui est un avantage et un inconvénient, parce que comme moi. Il y a aussi un monde, puis moi je le connais en partie, Waterman, il y a un monde où il accepte ça. L'autre affaire, c'est que ça demande du doigté. C'est quoi le projet que tu y as? Non, mais c'est ça. Là, cette année, ça fait longtemps qu'on veut l'amener en milieu de terrain. On parle depuis le début de la saison. Moi, je parle depuis le début de la saison. Il n'y a pas personne pour remplacer Piet. Peut-être qu'on va essayer. Après ça, il s'en va peut-être à la Gold Cup. Surtout si Saliba s'en va, là, éventuellement. Non, mais c'est ça. Puis il s'en va peut-être à la Gold Cup aussi. Fait que ça te libère du temps. Rendu là... Des minutes de jeu. Mais c'est ça, tu réfléchis en projet. Là. Rendu où, dans certains mois, où ça va être ça aussi, si jamais la Coupe des Ligues va rapidement. La Coupe des Ligues, il n'y a pas vraiment une pause cette année pour la Coupe des Ligues. Fait qu'il va falloir enchaîner. Il va avoir du temps de jeu. Il y a le championnat canadien, tu en as parlé en juillet. Aussi, juillet, ça va être pacté aussi, comme affaire, avec la Gold Cup. Il va trouver ses minutes, mais il ne sera pas... indiscutable, c'est le premier qui va, puis c'est pas avec lui, pour revenir à la question, moi je le vendrais pas parce que justement, ils ont décidé d'en faire un pilier, puis garder cette idée-là,
Là, on ne changera pas 10 fois d'idée à chaque fois. S'il y a 2-3 certitudes dans ce club-là, des assises sur lesquelles on peut bâtir, Piet et Waterman, à mon avis, en sont. Là. C'est correct, c'est réglé, ce département-là. OK? Non? Tu vois le vide dans tes yeux. Là. Ben, non, c'est parce que moi, je te dirais oui si tu présentes un projet à Joel Waterman. Ça, j'aime l'idée. Moi, je dirais Justin Hack. Ils n'ont pas le même âge, là. Mais Justin Hack, à New York, il joue au milieu de terrain, il joue en défense centrale. Toi, à terme, tu vas devenir ce gars-là. Parce que... Vas-y. Non, mais Justin Hack, ça fait 2 ans que je veux que le CF Montréal aille le chercher. Ah, mais tu l'as, ton Justin Hack. Il tourne pas. Son problème, c'est qu'il tourne pas. Ouais, en tout cas. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que si Waterman, tu lui présentes ça en disant « On va s'occuper de toi, mais il faut que tu comprennes qu'il y a des moments où on va t'utiliser à différentes sauces, puis ça, c'est parce qu'on croit en toi, puis ta présence dans l'équipe est importante. Maintenant, est-ce que tu bâtis quelque chose de plus solide à terme avec Joel Waterman en défense centrale versus Jalen Neal ou George Campbell? En ce moment, moi, je ne suis pas prêt à dire ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un gars qui a plus d'expérience? Oui, 100%. Mais je reviens à l'idée de plafond. Maintenant, ça ne veut pas dire que Waterman, il faut que tu le dégages. Ça ne veut pas dire que Neal et Campbell, demain matin, prennent la place de Waterman. Mais ta job comme directeur sportif, c'est pas demain matin. C'est cet été, en janvier, dans 1 an et demi, on en est où? Puis si ce que tu veux... Parce que tu es allé les chercher parce qu'ils ont un potentiel de revente. Là. C'est pas pour les... Joel Waterman a un potentiel d'échange intra-MLS. On s'entend? Il pourrait être intéressant pour des équipes à travers la Ligue. Ben oui. Bon, mais en même temps, premièrement, les salaires vont sortir bientôt. Vous allez voir que c'est un salaire assez, somme toute, à mon avis, somme toute raisonnable. Comme Piet. Il doit être à 500, environ. 600 dans ce coin-là. Ouais. Bon. Fait que c'est un gars qui est intéressant. C'est un gars qui est d'une assise. C'est un gars qui, justement... Mais tu feras jamais 2 millions avec un transfert de Joel Waterman. Ouais, c'est ça. Mais si tu veux transférer Neal puis Campbell pour 2 millions, à un moment donné... Mais on dit la même affaire. À la place de Waterman. Oui. Bon. Mais c'est ça, puis tu dis exactement la même affaire. Puis moi, ce que je te dis, c'est qu'il n'y a pas tant d'inquiétude à avoir. Il y a justement cette idée-là. Cette année, il y aura dépassement, et puis ça sera une année même d'enrichissement pour lui parce qu'il aura finalement joué en milieu de terrain. Il faut que tu y présentes. Oui, c'est ça. Parce que sinon, moi, je pense que la baboune peut sortir dans pas long. Comme pour bien d'autres gars, c'est pas spécifique à Waterman. Non, mais il y a 2-3 gars, on revient à Donadel puis Graham Roach. Donadel, il n'y a pas le temps pour le 20. Mais pour 1 à 5, il faut qu'il prenne du temps pour lui dire « Hey, mon gars ». Puis Waterman et Piet font partie du 1 à 5. C'est à Donadel de prendre cette décision-là, c'est intéressant ça. C'est pas à la direction sportive. Je pense que les deux doivent travailler de pair, de mise. Puis en même temps, t'es Donadel, Neal et Campbell, tu perds pas de temps au change. Demain matin, en même temps, ça fait partie... Non, je sais, c'est ça mon point. Ça fait partie de tu perds au change s'il faut que tu gères le gars. T'as pas besoin d'avoir une discussion où tu l'as ongoing discussion depuis le début de l'année. Il arrive ici, là, ta saison, là... Les séries sont loin, non, mais sont presque impossibles. C'était pas ongoing. Là. Jalen Neal n'existait pas. C'est ça qui vient de changer. Là. C'est que tu as une décision à prendre que tu n'avais pas à prendre jusqu'à il y a 2 jours. Jalen Neal a eu son premier départ. Mais il l'a eu parce que Campbell était au repos. Là, tu as probablement 1 semaine ou 2. Oui, mais Jalen Neal, il l'aurait eu. Le prix qu'ils ont payé pour... Ben, c'est ça mon point. Oui, mais il n'existait pas, il existait, il a toujours existé. Oui, je sais, mais dans les faits, tu n'as jamais eu cette décision-là à prendre. Là, à partir de maintenant, tu as cette décision-là à prendre. Tu mets qui sur le banc? En même temps... Et tu mets Waterman où? Moi, ce que je te dis, c'est qu'il n'y a pas... C'est drôle parce que c'est moi qui ai apporté ce point-là, mais il n'y a pas d'urgence. Parce que Neal est encore... Il y a trop de matchs. Je suis d'accord. Neal est encore en train de revenir. Puis écoute, c'est un match, là. On ne va pas y donner non plus. Mais il est encore en train de revenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une contre-performance puis qu'il va falloir que tu gères son entrée. Là, rendu là, puis c'est comme tu dis, ça va vite, là. Vrioni, là, tu sais... on a fait passer ça pour un hot take, mais quand tu dis « je ne jouerai pas avant avril puis mai », c'était juste du réalisme. Ah ouais. Puis même chose pour Neal, là. Il enchaîne 2-3 matchs de suite dans une couple de semaines. Dans une couple de semaines, tu es déjà rendu à Gold Cup, tu es déjà aussi la langue un peu à terre parce que tu viens de passer le mois de mai. Tu sais que le mois de juillet arrive. Fait qu'il n'y a pas urgence ou péril. Mais t'es pas obligé d'attendre cette urgence-là. Moi, c'est ça mon point, c'est que c'est là, on le sait, c'est la même affaire que Joseph Martinez quand on s'est parlé en septembre dernier, puis on a dit, voici ce qui va arriver. Le gars va marquer, il va demander plus, on va arriver dans l'entre-saison, il voudra pas revenir, on voudra pas le surpayer, puis finalement, on va avoir ça à gérer. C'est tout ce que je dis. Tu dois ces égards-là à Waterman. C'est ça. Tu vas lui dire. C'est quoi ton projet pour lui? Ouais. Puis moi, je pense que si tu es clair là-dessus, je pense que Waterman...
va continuer de se sentir important, va continuer d'être important, pas juste de se sentir. Tu n'es pas en train de lui vendre du rêve, mais je pense qu'il faut que tu réfléchisses. Si tu as une finale à jouer dans 2 ans, dans ta tête, en défense, tu la joues avec Neal et Campbell. Si ton projet va bien, ben dans l'an prochain, là, okay? Si ton projet va bien, ton projet de donner de la valeur à des jeunes, d'avoir le produit que tu cherches sur le terrain, parce que ça, c'est des gars qui ont des pieds, puis que Marco Donadel parle aussi beaucoup de présence physique dans les airs. Ça a l'air de l'avoir traumatisé du début de saison avec les coups de pied arrêtés qui ont été... Neal, en ce sens-là, est mieux dans ce département. Ben, on l'a vu un petit peu en fin de semaine. Moi, ma question, c'est si tu as une finale de championnat canadien, tiens, finale de Leagues Cup à jouer, été 2026. Dans ta tête, si ton projet va bien, qui joue en défense centrale? Puis ça doit dicter comment tu distribues les minutes, puis ce que tu présentes comme projet à un gars comme Waterman, parce que il a été là, puis il est là constamment depuis des années, puis il est stable. Il fait des erreurs, il y a des super... En fin de semaine, il a été top, mais je pense que tu lui dois d'être visionnaire dans ce que tu présentes comme projet de jeu. Puis l'avantage, c'est qu'il a montré qu'il est capable de jouer un peu à droite, mais surtout au milieu de terrain. Mais il faut que tu lui dises qu'il ne sente pas qu'il perd sa place, mais qu'il gagne, comme tu l'as dit, en expérience. Tu as raison, mais on n'est pas... C'est parce qu'on dit la même chose, mais on n'est pas sur la même track. On est juste à côté, dans le demi-espace chacun. Puis je reviens pour que ce soit plus clair ce que je voulais te dire. Puis on passera peut-être au prochain sujet après. Tu dis à qui prendre la décision? C'est à Donadel de prendre la décision? Je vais l'exposer comme ça. À la question, on peut-tu l'échanger? Waterman, je suis la direction sportive. À la question, on peut-tu l'échanger pour reconstruire? Tu peux, mais fallait pas. C'est non. Ouais. C'est même pas, c'est non. Non, mais je veux dire, il y aurait de la valeur pour le faire. Oui, c'est ça. La question, c'est aussi, il vaut quelque chose, là, Waterman, mais ça vaut pas la peine. Non, ça vaut pas la peine. Tu l'as trouvé, là. Ouais. C'est pas là que tu as besoin. Puis tant qu'à dégager du monde, puis même d'aller chercher de l'argent, quoi que ce soit, ou d'aller chercher de la valeur, il y a plein d'autres places dans ton effectif où tu peux faire ça. Ça, c'est un. Puis tu as besoin de ces... Puis on l'a signé pour ça, pour asseoir la culture, puis pour passer aux nouveaux venus, puis apprendre aux nouveaux venus c'est quoi être à Montréal, c'est quel genre de club. Ça, c'est un. Puis l'autre affaire à Donadel, je dis, fais jouer Neal et Campbell, je vais te dire 2 choses. J'ai investi beaucoup dans Neal et Campbell, puis je m'attends à des gros retours dans une couple d'années en termes d'investissement, en termes de transfert. Puis les 2 se valent, puis Waterman, il est important pour moi. Fait que fais ce que tu veux. Hey! Mais ce sont mes 2 affaires. Puis c'est pas incongru, c'est pas difficile. La réponse, tu viens de le dire, c'est pas que je te dis qu'on est en demi-espace. La réponse, t'as parlé comme Donadel... il prend sa direction sportive, les grandes lignes que sa direction... puis il arrive dans son terrain, puis il dit « OK, Waterman, j'ai pas le luxe de le perdre, mais en même temps... » Non, mais il perd quelque chose, lui, là. Waterman? Ben oui. Non, mais je sais, mais oui. Ah, c'est ça. Il perd quelque chose. Oui et non, dans le sens que je viens de le dire pour cette année, parce que là, tu parles de 2026. Mais c'est un gars qui est tout le temps le premier... Neal ou Campbell, non, mais est-ce qu'on les vend? Peu importe, que ce soit dans 6 mois ou dans... Tu sais, tu vas le vendre aussi vite qu'il prend de la valeur. Exactement. Il ne prendra pas de la valeur pendant qu'il est sur le banc à attendre que Joel Waterman ne devienne pas indiscutable et un des premiers noms sur la feuille de match. Non, mais Waterman peut se dire aussi, hey, Neal, s'il prend la valeur, ou Campbell. Moi aussi. Il est parti. Il est parti. 2026, je reprends ma place. Ben, je reprends la place. Je connais pas assez le gars, puis là, on rend ça personnel à Joel Waterman, mais moi, c'est pas spécifique à lui, là. Ce serait n'importe qui. Ça aurait été Rudy Camacho, ça aurait été n'importe qui d'autre. C'est qu'il y a un gars, tu l'as dit, tu as investi, puis tu as des gars. Un gars qui est performant, c'est le défenseur le plus performant cette année, Campbell, on s'entend? Ouais. Luca Petrasso peut-être à son échelle, là, mais il n'y a pas le même plafond. Puis Jalen Neal, c'est la pépite que tu es allé chercher. Tu espères qu'il soit capable de décoller, chose qu'il a plus ou moins fait à LA. Et ça veut dire que tu as un gars qui est un titulaire indiscutable, un de tes co-capitaines, qui doit sacrifier quelque chose dans sa réalité à lui. Puis moi, mon point, c'est juste... adresser ça tout de suite. Là. Ayez un plan, parce que si on frappe un mur et il n'est pas content dans 3 mois, personne n'a le droit d'être surpris. Encore, on dit la même chose, mais moi, je dirais, Waterman, tu sacrifies pas grand-chose, on va t'essayer ailleurs, il y a d'autres choses qu'on va faire, tu vas être engagé dans ce projet-là. Tu seras peut-être pas défenseur central, mais de toute façon. Puis de toute façon, ta carrière n'est pas assurée, mais t'es encore pour un bout. Là. Fait que, puis ça revient à la même affaire, tu parles de temps de jeu, tu parles de Camacho, tu parles de...
moi, c'est ça aussi, ça fait un des aspects de la réponse que je veux donner à Éric Labrosse, c'est que Waterman, c'est pas avec lui, c'est une assise, c'est correct, c'est réglé aussi, mais l'idée de faire jouer ces joueurs-là puis de tasser du monde dans la construction de cet effectif-là, tu sais, parce que j'ai un peu pris ton commentaire la semaine dernière en disant « Hey, on parlait d'Alvarez. C'est parce que... Puis on décide on investit dans le futur. En même temps, la façon dont c'est bâti, là, tu fais jouer Sealy, mais tu fais pas jouer au Poku. C'est deux jeunes, t'en perds un automatiquement. Tu décides de faire jouer Boglo, tu fais pas jouer Bougaï qui a 20 ans, puis tu le perds dans ton investissement. Mon point, c'est que dans la construction de cette équipe-là, puis je pense que c'est un problème, puis je dis ça parce que Donadel se plaint beaucoup de la jeunesse de cette équipe-là, puis que ça avance pas aussi vite parce que c'est des jeunes, puis il faut par moment leur tenir la main. Il y a beaucoup de choses. T'sais, Alvarez, là au dernier match, tout le monde est passé devant, avec raison, puis j'ai plus rien pour le défendre en ce moment. Mais tu viens de mettre de côté de quelqu'un qui avait une offre de transfert d'1 million, Fernando Alvarez. Là, tu viens de le mettre aux poubelles, puis de dire « Hey, d'1 million... faire une croix là-dessus. » Victor Cabrera aussi avait... Oui, Victor Cabrera. Une offre d'1 million. Ben, écoute, ils ne l'ont pas pris aussi. Je vais toujours me rappeler, puis on va passer... on peut parler de Owusu si tu le veux bien, mais je vais toujours me rappeler. Tu étais juste assis à côté de moi le jour où tu as su qu'il y avait une offre de Victor Cabrera, pour Victor Cabrera à l'Impact de Montréal qui a été refusée parce qu'on préférait le garder ici. Cabrera qui n'était pas un mauvais défenseur, mais 1 million, si on a trouvé que c'était pas beaucoup, c'était juste 1 million pour Balou Tabla. C'était 1 million, c'est ça. Ça aurait été un pas pire million, j'ai l'impression. À ce moment-là aussi, à l'époque. Je sais pas si tu avais vu, en 2018. Il y avait du sang qui sortait de ma bouche. Je pense que je m'étais mordu la langue. Mais en même temps, ils ont eu raison. Parce que qu'est-ce qui est arrivé avec Cabrera? Vas-y. Ils l'ont échangé contre Kyoto. Bon, ils ont eu raison. Tu vois comment c'était des visionnaires? Bon. Prince Owusu, est-ce qu'on vient de valider quelque chose en fin de semaine ou c'est juste un genre de mirage d'un but? Pour moi, c'est vraiment, vraiment fort symboliquement ce match-là. Ça valide beaucoup. Parce que Marco Donadel, là, tu y as parlé toi aussi, on l'a eu au fond des filets la semaine dernière, il arrête pas de dire c'est un gars qui travaille, c'est un gars qui... C'est vrai qu'il crée des chances. Il y a eu 1 ou 2 matchs au cours des dernières semaines où, pour moi, la grosse inquiétude, c'était que techniquement, il commençait à déjouer. Là, ça devient problématique. Il faut que tu sois capable de tenir un ballon, il faut que tu sois capable de combiner avec tes partenaires. Mais c'est un manque de confiance. Je veux dire, le tir qui marque, on s'entend que c'est peut-être la chance la plus compliquée qu'il y a eu de ce match-là. Celle qui met. Ouais, des autres, ouais, probablement. Il y en a là, que ça aurait pu être des garbage goals en première mi-temps. Puis j'en parlais avec Anthony Desaulniers avec l'équipe du matin à BPM. J'ai l'impression que celui-là, il n'y avait pas d'attente. C'était pas évident qu'il fallait qu'il la mette. Puis c'est la raison pour laquelle il l'a mis. T'sais, il a joué plus décoincé. Non, mais il n'a pas réfléchi aussi. Ben, c'est ça mon point. C'est que quand tu es tout seul devant le but, tu es au courant que celle-là, tu peux pas la rater. Là. Tout le monde s'attend à ce que ça finisse au fond du but. C'était pas la même chose pour ça. Puis c'est ce que j'espère, moi, que tu retrouves un peu plus avec lui. Arrête de réfléchir. C'est facile à dire. Là. Moi, je n'étais pas capable de marquer un but pour sauver ma vie. Mais si tu peux l'avoir un peu décoincé, je veux dire, ce gars-là, avec la quantité de chances qui se crée, 22 tirs. Ça valide quoi, donc? Ben, ça valide que Marco Donadel, il se dit, je suis pas fou, là, ce gars-là. Je veux dire, il continue de créer des chances. Ouais. Il a dit vendredi ou jeudi à l'entraînement, tout ce qui touchait, ça rentrait. Puis là, tu arrives en match, puis il est pas capable. Tu sais, les Anglais, là, c'est « couldn't hit a barn door with a banjo ». C'est un peu ça, là, Owusu, mais pourtant, tout le reste est là. Ben, tout le reste. Il y a beaucoup du reste qui est là. Moi, je pense que c'est une validation de... Je suis pas obligé d'essayer Graham Roach à sa place parce que Owusu fait pas la job d'en marquer ne serait-ce qu'un. Parce que cette année, on s'entend qu'il devrait être rendu à 6, si c'est pas 7, Owusu déjà. Ben oui. C'est facile, là. Mais moi, c'est parce qu'il n'y a rien qui a changé par rapport à samedi dernier. Premièrement, Owusu est un peu sauvé. C'est juste ça. C'est ça qu'il y a un but de plus. Ouais, je sais, mais... Ces buts-là, il est capable. Puis moi, c'est le même joueur que je vois, que j'ai vu l'an passé à Toronto. Capable de bien des bonnes choses, capable aussi de rater un filet grand ouvert. Moi, je vois pas beaucoup de différence. Je te rejoins où il manquait beaucoup de confiance dans les circonstances aussi, puis il a commencé à déjouer, puis c'était un problème. Owusu de Sa Toronto, deuxième vie il a arrive. 6 buts cette année, là.
Ben, même s'il n'est pas... À quantité de chances, Fred, puis les L'an minutes de passé, jeu... il y en a eu des chances, ça, je te dis. Puis j'allais dire, puis je me retenais souvent, puis le seul vrai exemple de rater des occasions, j'ai Fernando Torres, mais j'ai Régent Hull dans le côté... c'est lui qui est le cliché sportif montréalais. T'as-tu dit que j'ai vu Régent Hull à Saint-Patrick? Oui, je sais que je te l'ai dit, mais je veux juste te rappeler que j'ai vu Régent Hull à Saint-Patrick avec sa cravate verte. Merci, Reg. Écoute, je sais pas si tu as regardé derrière lui ou Yvon Lambert aussi était là avec une pinte de Guinness. Non, je te confirme qu'il était pas le même établissement. C'est le même gars au Owusu que j'ai vu à Toronto. Ça n'a pas changé. Puis, justement, dans les statistiques, dans sa façon de travailler, Donadel avait dans une certaine mesure, je comprends, il avait raison. Puis c'est ce qu'on dit depuis le départ, je pense que je suis conséquent. Ce que Donadel souligne, ce qu'il fait, c'est ce que Martinez faisait pas. Puis ce que les coachs aiment en partie, avec raison ou pas. Là. Puis, fait qu'il est toujours là pour ça. Là, il déjouait, puis on a-tu besoin justement de... Est-ce qu'on le laissait aller ou on... Tu sais, il était à une fourche, un crossroad, c'est quoi, une intersection de sa saison 2025. La deuxième vie, c'est l'arrivée, la croisée des chemins. L'arrivée de Vrioni change beaucoup de choses et relance en partie au Owusu. Parce que moi, je te l'ai dit, c'est là, c'est une discussion que j'ai avec Vincent Détouche. Et Vincent, il y a l'impression qu'ils ne sont pas complémentaires. Moi, depuis le début, puis depuis ce qu'on me dit par rapport au recrutement, puis moi, de ce que j'ai vu de ces joueurs-là, moi, je pense qu'ils peuvent jouer ensemble aussi. Puis le fait, les 2 derniers matchs où ils sont partis dès le départ ensemble, surtout sur un petit terrain. D'ailleurs, belle présence d'esprit tactique, je pense, d'avoir envoyé les 2 attaquants devant. Il y a eu ce deuxième souffle grâce à Vrioni. Puis la seule affaire que ça valide, c'est que justement, l'arrivée de Vrioni change bien les choses dans cette équipe-là. Moi, je pense que ce but-là, en partie, même si Vrioni était sorti à ce moment-là... Moi, ce que je veux dire, c'est que je suis 1000% d'accord, mais je m'attendais à ça il y a 3 matchs. De Owusu. Que ça se fasse dès l'arrivée de Vrioni, qu'il soit soulagé de cette pression-là d'être, entre guillemets, le seul. Puis c'est pas ce que j'ai vu. T'as encore des chances, puis c'était encore crispé. Puis là, de marquer ce but-là, moi, si j'étais Marco Donadel, je me dirais, OK, je suis pas fou. Là. Ce que je vois de ce gars-là, ce que je vois à l'entraînement, ça peut finir par aboutir. Puis si tu arrives à faire décoller Owusu à la quantité de chances de marquer, je te dis, là, il peut en marquer 12 cette année. Oui. Mais 12, c'est énorme pour les attentes que j'avais d'un Prince Owusu au bout de 5 matchs. Fait que plus... là, parce que les gens me rappellent souvent, la Palainen, tu avais dit plus Sebu, plus ou moins Sebu, 7,5. Ouais. Fait que ça, la Palainen, j'ai déjà... Il est à 0. Moi, j'ai déjà... C'était quoi qu'on avait gagné? C'était mon capital. Non, mais en fait, toi, qu'est-ce que je te donnais? Toi, tu me donnais un maillot de la Palainen, de la Finlande? Là, Owusu, là, je vais le mettre, on est quoi, le 12 mai? Owusu, plus ou moins 10,5? 11,5? Ah, 11,5, non. 10,5, plus ou moins. Parce que c'est 9 l'an passé. 10,5, je pense que c'est... Non, mais à ce stade-ci... D'ailleurs, je reviens sur... Il n'y a pas personne que ça va marcher. Alexandre Daigle disait 20 buts dans le national, c'est facile à marquer. 9 buts dans la MLS, c'est facile à marquer. Alexandre Daigle, il paye-tu à toutes les fois que tu le plugues dans ce podcast-là? Mais les régents de Laval-Laurentide de Nodière, j'ai vu. C'est un bon exercice de diction, ça. Les régents de Laval-Laurentide de Nodière. J'ai vu la ligne des Schtroumpfs originale là-bas aussi. Mais là, ça fait 12... C'était la 12e journée? Il reste 22 matchs. Non, c'est plus ou moins 9. Il y a 3 buts. C'est plus ou moins 9,5, pas 10,5. 22 matchs. Ah ouais? OK. Tu es petit joueur? 9,5. Petit joueur. Donc, tu prends over de 9,5. Ça, tu le prendrais. Moi, ce que je te dis, c'est qu'avec les chances qu'il y a eu cette saison... Non, mais je te dis à la fin de l'année, là. C'est parce qu'on prend un pari là, pour le kick. Là. C'est toute compétition confondue, ça? Ouais. Non, c'est MLS. 9.5 ou 10.5. Tu peux prendre 9.5. Je vais prendre under. Je trouve que ma marge n'est pas... Ah ouais, parce que moi, je trouve que c'est 10 qui se rendent à 10 buts. Là, c'est un gros revirement. Moi, ce que je te dis, c'est que la validation dans la fin de semaine, c'est OK, on n'est pas fou. C'est pas tout d'un coup, on a des garanties. Bon, je vais le prendre. 9.5 ou 10?
10.5. Ben, 9.5, je peux pas prendre ça. C'est un over-under. Je peux pas être sur la clôture. Non, je sais, mais tu peux être over. Mais c'est parce qu'il y a 2 cotes que je t'ai donné. Là. Ben, tu m'as donné 10.5. C'est sûr qu'il marque pas 11 buts cette année. Là. Non, mais 9.5. OK. Plus que 9.5, tu gagnes. Donc, moins que 9.5, je gagne. Okay. Bon, c'est ça le over. Ça serait quand même extraordinaire. Ben, je trouve que... 10? 10, basé sur son tu rythme. dis, moi je te dis 9, c'est parce qu'il y en a marqué 9 l'an mais passé. moi ce que je te dis c'est le même joueur que l'an passé. Je comprends. Il avait marqué 9 cette année, puis tu viens de dire non, mais il y en aurait 6 en temps normal, qu'il est à 3. Pas basé sur le ratio qu'il y a depuis le début de la saison. Là. Écoute, la quantité de chances qu'il y a, il devrait être à 6, 7. L'année passée, moi je suis désolé, Prince Owusu n'aurait pas dû marquer 16 buts. Il y en a eu 9. Ouais. Mais moi, ce que je te dis, c'est que cette année, là, s'il se rend à 10, il devrait en avoir 18, 19. C'est pour ça que je te dis que t'es petit joueur pour à 9.5. OK, c'est correct, là, c'est correct. Ça va me faire plaisir de te payer. Je sais pas. On va réfléchir à ça. De payer la Carlsberg. OK. Mercredi? Il ne me reste pas grand-chose. Mercredi? On est lundi, là. Attends, avant mercredi, juste te dire... parce qu'il y avait un match dans le match où il y avait un duel à distance. LA Galaxy a perdu 7-0. Puis c'est à eux maintenant le record de médiocrité. Fait que Montréal évite ça. Parce que j'ai vu un article de Sports Illustrated rapidement. Je trouve ça le fun de faire l'exercice pour une équipe dont qu'on ne suit pas au quotidien. Non, t'en sais. Est-ce que tu congédies Greg Vanney? Ben non. OK. Parce que Sports Illustrated disait « Hey, Kansas City, Montréal est déjà congédié. Peut-être que Greg Vanney va boire la tasse. » Mais ça dépend. Si tu le congédies, c'est pour... Le coach du LA Galaxy. C'est ancien du Toronto FC et accessoirement champion en titre de MLS Cup. Oui. Toujours champion en titre. Non, mais ça ne changera pas avant décembre. Mais ça, d'ailleurs, là, ce serait important de le rappeler une fois de temps en temps. Puis c'est une équipe qui a investi beaucoup d'argent. Right? Mais les blessures, puis ça a été catastrophique là, cette année. Mais qui ont géré aussi le plafond. C'est drôle. Ils ont sorti Brugman. Ils ont sorti Jovelic. Qui ont laissé partir, tu veux dire? Oui, Delgado. Ouais. Écoute, est-ce que c'est un problème de gestion ou c'est un problème typiquement MLS? De création d'effectifs? Ouais. Je sais pas. Moi, la raison pour laquelle je serais ouvert à considérer un congédiement, c'est pour ce qui se passe dans les salles de conférence. Là, ou dans le bureau de la direction, dans le bureau du coach. Si là, tu te dis que Vanney se comporte pas bien, croit pas au projet, puis que Thomas Tuchel, que tu es complètement sur des longueurs d'onde différentes, tu es à l'opposé dans ta manière de voir les choses, là, congédie-le, parce que tu ne remonteras pas cette pente-là. Mais sinon, surtout pas avec les blessures que tu as eues, comme tu as dit, des joueurs importants qui ont quitté, mais ça te montre que tu as toujours dit des fenêtres en MLS d'opportunité de 2-3 ans, ça n'existe pas. Ça a été une fenêtre d'opportunité d'1 an, parce que tu parlais, toi, du LA Galaxy l'année d'avant, qu'il y avait quelque chose qui se positionnait. Ils ont été agressifs sur le marché des transferts. Je me suis avec des commentateurs hispanophones en fin de semaine, puis ils disaient « Ah ouais, l'autre année d'avant, ça fait 2 années sur 3 où ils n'ont pas de résultats. Je t'ai pas vu l'autre année d'avant, ils étaient peut-être derniers dans la ligue, mais c'était une des équipes des meilleures au ballon de ça, MLS. Ramène ça au CF Montréal, là, en ce moment. Ouais. Le contenu, parce que toi, tu étais capable de regarder le contenu, puis tu disais... J'avoue, les résultats sont pas là. Mais eux, ils sont passés de la cave à champion à la cave. Ça peut bouger vite. Puis après, c'est ce que tu arrives à faire. Ça revient à Greg Vanney comme entraîneur, à faire comme travail, puis le contenu que tu mets sur le terrain avec les circonstances que tu as sous la main. Puis c'est pour ça que moi, Marco Donadel, je garde le même point de vue. Puis je pense pas qu'on va statuer avant la fin de l'année de toute façon, mais si demain matin on disait « Je vois, j'entends les bonnes choses, puis le contenu est là, même si les résultats sont loin d'être parfaits depuis son arrivée, on lui fait signer un contrat de 2-3 ans comme entraîneur-chef », ça fonctionnerait parce que, comme il y a 2 ans avec le LA Galaxy, tu voyais du contenu qui était prometteur pour le Galaxy qui, 1 an et demi plus tard, était champion de MLS Cup. Mais bref, même si c'est un ancien coach de Toronto, non, Greg Vanney, tu peux pas le congédier. Il est sympathique en entrevue, Greg Vanney. Il est moins... Il se prend pas pour un 7-up, comme tu disais. Mais
Mais il est pas si froid que ça quand tu discutes avec lui à propos de match. Il est moins froid quand tu lui parles de match ou quand tu lui parles en privé qu'il peut l'être en conférence de presse. Et cassant aussi. Ouais. On est d'accord. OK, je vais te parler de ça rapidement. Là, tu as parlé des... Ça a fait un bel éclairage sur la situation aussi, puis la capacité de gérer des montagnes russes, ou du moins des saisons qui sont, surtout par rapport à la MLS, qui sont fluctuantes. Puis, à la limite, on a fait la semaine dernière, je reviens beaucoup sur le podcast de la semaine dernière, tu peux changer, puis la question d'Éric Labrosse, tu peux, on parle de reconstruction, là, ça peut aller vite aussi en MLS. Clair. Plus vite en soccer qu'en hockey aussi, tu sais. Puis, tu sais, je regardais... Oui, parce que tu peux prendre des gars n'importe où sur la planète, là, au hockey, il faut que tu recycles des gars que tu connais déjà, à moins que tu sortes un demi-dove qui joue en Europe. Ça arrive pas, ça, au hockey. Ouais. Fait que voilà, c'est intéressant de voir, tu sais, sur 3 ans, le changement de personnel canadien, CF Montréal, entre autres. Ouais. Tu veux faire on fait un podcast puis, en même temps, avec... c'est un problème aussi, parce que tu veux dans ton marché, tu veux que les gens reconnaissent les joueurs, hein, puis dans le mainstream, c'est difficile à suivre. Quand justement Martinez, qui a été ton MVP, et puis là, l'année d'après, les gens qui suivent ça en dilettante, puis que tu veux attirer un peu plus au stade, que tu veux fidéliser... Ça ajoute à ton point de Waterman. L'ancrage, exactement, c'est ça. Sauf que Waterman, est-ce qu'il devrait être... C'est un gars qui communique bien, c'est un gars qui se présente bien. Il devrait-tu être plus présent? Il me semble qu'à part ce qui est très, très spécifique au soccer, Waterman, il est pas vraiment là. Tu peux-tu dire que c'est un des visages du club? Mais comment tu peux être là aussi? Ouais. Inversement. Il peut pas aller nécessairement à BPM en français. Pour aller à Everybody Talks About It. Oui. Pour aller OK. As-tu d'autres points? Oui. Vas-y. Mercredi, on a dit que notre priorité était sur Toronto. Ou du moins, moi, j'ai dit que la priorité était sur Toronto. Parce que je pense que symboliquement, un résultat contre Toronto, ça vaut plus qu'un résultat contre Columbus, même si ça voudrait dire enchaîner sur ta victoire de la fin de semaine dernière. Mais c'est quoi tes Donadel, là, tes attentes pour ça, ou tes Gabriel Gervais, tes attentes pour ce match-là, c'est quoi? Être compétitif, comme tu l'as été là-bas? Oui, continuer à bâtir comme ça. Excuse-moi. En deuxième mi-temps, à Columbus, ils ont bien joué contre Columbus. Même en première, ils ont mis de la pression. Non, mais moi, j'ai pas aimé ce qu'il a décidé de faire avec le marquage homme à homme. Il s'est ajusté en deuxième mi-temps. Mais moi, j'aimais le message que Donadel envoyait. On s'en va chez une des meilleures équipes de la Ligue, qui est d'habitude pas touchable à la maison, puis on va vous faire un press tout terrain, on va vous prendre à la gorge. C'était un gros message à son équipe, là. Puis c'était son deuxième match, si je me trompe pas, après le licenciement de Courtois. Le point que je vais faire va te faire un point que je veux faire à la suite. T'sais. Ils vont tourner Columbus aussi. Parce qu'en fait, semaine prochaine, ils ont The Hell is Real. Parce que c'est le week-end du 17, c'est la fin de semaine des rivalités. Portland va jouer Seattle, les deux New York vont jouer, les deux LA Galaxy vont jouer, les deux Floride, Miami et Orlando vont jouer un contre l'autre. Je pensais que tu allais dire Miami fait un match intra-équipe. Intra-équipe, contre eux-mêmes. D'ailleurs, Jordi Alba, en tout cas, ils ont, je sais pas si tu as vu le match contre Inter Miami. Non, j'ai pas regardé encore. Ils vont faire tourner. Ouais, mais Columbus qui tourne. Ils ont fait tourner au premier match. Exactement. Columbus qui tourne, ça reste Columbus. Ben oui. Montréal qui tourne, ça devrait rester Montréal. Ouais, mais là... Puis on est dans ce défi-là. Puis c'est ça que tu dis aux joueurs, tu sais. Ouais, mais c'est quoi faire tourner? Hey, il leur manquait 3-4 gars la dernière fois. Nagby était pas là. Tu peux pas te priver de ces joueurs-là. Columbus? Tous en même temps, ouais. Columbus, non, à Montréal. Non, mais à Montréal, là, tu peux pas te priver de... En même temps, oui. Tu peux pas te priver de Camacho était pas là. Nagby était pas là. Fait que, mettons, Camacho était pas là. Campbell était pas là. Tu mets Waterman, Neal. Nagby était pas là. Piet était pas là. Mais Luturi, Saliba... Là, c'est pas la même chose, là. Tu peux pas me dire que... Non, tu gardes le même c'est sûr niveau que c'est de pas la jeu. même chose au niveau du talent, mais en termes de signification pour ton équipe... Ouais. Si tu restes compétitif... si tu restes compétitif en faisant ça... Nagby, entends-moi de Nagby. Non, on est d'accord. Mais là où je te rejoins, par contre, c'est que si tu fais tourner, tu es compétitif, tu fais match nul ou tu perds un résultat serré contre Columbus, puis tu arrives, en continuant ta rotation, à battre Toronto, ben là, c'est une semaine plus que réussie. Oh oui. Puis moi, c'est ça le pari que je fais.
dans une certaine mesure. Parce que là aussi... Breza, il y a garde deux combien choses, de matchs je te dans dis. cette semaine-là? C'est une bonne question, je sais pas combien. Hein. Puis je sais pas s'il va... Parce que là, c'est 4 matchs en... 5 matchs techniquement en 10 jours. Non, pas en 10 jours, en 2 semaines. Et c'est Toronto, Breza? Parce que ça serait cohérent avec ce que tu as fait la dernière fois. Avant ton championnat canadien, contre Toronto, tu as fait jouer Breza en MLS. Parce que tu as parlé, je pensais aussi à toi qui disais il va faire une revue de l'effectif. Là. Est-ce elle commence à être un peu terminée, ta revue de l'effectif? Il y a des gars qui sont largués sous Nussy, on ne le verra plus. Non. Mais en même temps, quand tu passes à 2 attaquants, là, tu commences... c'est parce que là, tu as un attaquant sur le banc, Graham Roach, puis l'autre, tu es supposé avoir au moins 2 attaquants capables de suppléer tes 2 attaquants, puis l'autre, c'est Caden Clark, qui n'est pas à sa position. Techniquement, Vilsain. Ouais. Non, mais si tu descends le roster là, avec des vrais attaquants, c'est Vilsain. Alvarez est parti pour un petit bout, là, je pense. Je... Puis Opoku. Savais-tu que Opoku, ce qui paraît, c'était le meilleur joueur de la pré-saison? En tout cas, note à soi-même, ne sois jamais le meilleur joueur d'une pré-saison. Parce que ça se pourrait que tu prennes une débat. J'ai toujours aimé, puis moi, je viens de... C'est peut-être parce que je côtoie beaucoup, j'allais dire trop, je côtoie beaucoup Vincent Détouche, qu'il l'aimait, qu'il l'avait identifié comme à l'époque. Comme transfert potentiel intéressant. Ils l'ont fait, puis j'étais enchanté. Ça, c'est un... Parce qu'ils ont payé pour... T'as pas parlé de Yankov non plus? Non. Yankov... Ouais, mais là, attends, tu vas ramener Duke. Il va revenir de blessure éventuellement. Yankov est dans 2 peut-être mois. largué, mais c'est le lot de cette façon de construire-là. Tu essaies de frapper des coups de circuit, puis... En fait, c'est que tu largues des gars sans vraiment savoir. En maudit, tu sais. Sans vraiment savoir ce que ça aurait pu donner. Juste parce que t'as trop de jeunes à qui t'as donné les mêmes minutes. Puis tu dis à un moment donné... ouais. C'est le moment où je te rappelle qu'une équipe réserve, ce serait le fun? Ou... Mais non, mais c'est vrai. Ouais. C'est une équipe MLS Next Pro, tu gardes tout le monde compétitif, tu es capable de travailler sur des principes, puis une fois de temps en temps, au lieu de les faire débarquer de nulle part et ils débarquent comme un extraterrestre après 3 mois sans jouer, ben, tu aurais un petit peu de rythme. Il me reste un point, moi. Vas-y. Juste l'annonce des nouveaux entraîneurs. Mm-hmm. Il y a 2 nouveaux entraîneurs. Maxime Lecomte. Oui, c'est ça. Un ami de Donadel, ou du moins un ancien collègue de Donadel avec qui il a travaillé en Italie. Non, mais moi, j'ai entendu, ils saillissent la face. Ils saillissent, c'est ça. C'est juste qu'ils se sont connus et ils étaient disponibles. Mais non, ils ont travaillé ensemble. de l'amitié, tu sais. À Ancona. Encore, hein? Je pense que c'est ça qui est... L'accent tonique est à quelque part au milieu. Ouais. Il y a un accent tonique sur l'accent tonique aussi, je pense. Maxime Lecomte. Ouais. Good. Tant mieux. Oh, il y a un mais qui s'en vient. Oui, il y a un mais. Non, mais c'est parce que je veux faire ce préambule-là, parce que si je sais que des gens au club écoutent, puis des entraîneurs aussi, good, un gars de talent, tant mieux. Ça montre que tu as de la qualité dans la maison. Oui, mais en même temps, as-tu le luxe parce que là, tu l'emmènes, visiblement ton meilleur entraîneur de l'académie. Tu veux être une équipe qui forme, en plus. Il y a une certaine importance à donner à l'académie. Tu as des gens de talent qui sont là. Il faut que tu les retiennes. Puis en même temps, il faut que tu leur laisses miroiter l'idée qu'ils peuvent passer à l'équipe première, puis qu'ils peuvent eux aussi, comme les joueurs, se développer, puis aspirer encore plus grand. Si ce n'est avec ton équipe première, si ce n'est dans le reste du monde du soccer. Très bien. Je fais juste dire, puis je sais pas, c'est pas spécifique à lui, parce que c'est pour ça que je fais le Non, mais c'est pas le premier qui est promu comme ça. Là. Mais en termes de club, c'est toujours... c'est parce que j'ai l'impression que les gens le reçoivent en disant ça va de soi, un gars de l'académie qui monte, puis finalement, il est sur le staff. C'est parce que tu le mets dans une équipe où l'entraîneur est encore intérimaire. Ouais. Si l'entraîneur s'en va, ou si l'entraîneur reste, décide d'amener aussi plus son staff pour mieux travailler, pour passer à l'étape suivante. Un peu comme le fait d'ailleurs Courtois dans la dernière entre-saison. Là, ça devient un staff mélangé. Le Kobe Johnson, c'était l'ami de Courtois, parce qu'ils ont travaillé ensemble. Taillandier, c'était une connaissance de Courtois aussi, qui a décidé de faire « Hey, écoutez... mais il n'y a personne qui va tomber à terre, qui va tomber en bas de sa chaise s'ils ne sont pas là début 2026, eux. Non, bon. Mais Taillandier n'est plus là, Kobe Johnson n'est plus là, mais le compte est-tu encore là? Ouais. Puis c'est ça la difficulté, puis c'est ça que je veux juste souligner, parce que ça a été fait à l'époque. Quand t'enlèves
un gars de talent comme ça à ton académie, t'enlèves un joueur de talent dans ton équipe en bas, puis t'es un peu moins performant jusqu'à temps que tu retrouves quelqu'un, puis que ce quelqu'un-là trouve les assises, puis donne son plein régime, à l'académie. Son travail à l'académie. Donc, pour un petit moment, en même temps, c'est une période creuse là, pour l'académie, l'été aussi, tu les amputes d'un élément important pour eux. C'est correct, ça arrive. Mais tu risques aussi, justement, de perdre un talent parce que dans 1 an et demi, à la vitesse où tu congédies, tu vas congédier ton gars puis tu vas changer ton personnel d'entraîneur. Fait qu'en 1 an et demi, tu vas avoir affaibli ton équipe puis perdu du talent à long terme. Fait que je veux juste souligner que quand tu fais graduer comme un entraîneur, ça a de l'air... Je reviens à ce sentiment-là, il va de soi. C'est quelque chose à regarder d'y aller avec doigté puis avec intelligence aussi. De la perspective du club, t'as raison. Puis de la perspective du gars, c'est que tu rentres dans la jungle. Assurément, mais lui, sa carrière prend un autre step. Parce qu'à l'académie... Il sera congédié puis il ira ailleurs, puis ça sera à lui. C'est aussi sa décision d'accepter le poste. D'accord. Mais c'est de la gestion je vais dire en anglais, d'assets à l'interne. C'est quoi ça? J'ai dit asset tantôt. C'est quoi le mot en français? J'ai tout le temps de d'actifs. D'actifs. Désolé. C'est de la gestion d'actifs que tu risques de s'aborder un petit peu. Moi je te parle depuis longtemps, c'est un des thèmes de la saison de notre podcast, se tirer dans le pied. Il faut faire attention pas de se tirer dans le pied encore, avoir le cran de sûreté, puis d'avoir justement bien réfléchi par rapport au fait que ce Maxime Lecomte-là, qui était précieux à l'Académie, il l'est tout autant que l'équipe première. Mais justement, il reste-tu de passer dans le drain avec le reste quand tu vas faire une vidange de ton équipe à un moment donné? Me suis-tu, là? Absolument. C'est une variation sur le bébé avec Claude Dubin. C'est parce que... Mais c'est plus changement duel, dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est un mélange des deux. J'étais vraiment entre les deux. J'étais dans le demi-espace pour cette... C'est comme un mix de chronique western qui se tire dans le pied, John Wayne avec un garagiste. Avec chasse. Oui, tout à fait. Chasse et pêche, Max. Québec à vol d'oiseau. As-tu déjà chassé? Le gibier, non. Bon, on finit là-dessus? Ouais. Okay.